Bonjour et bienvenue dans cette interview. Dieudonné Kwebe-Kimpele, chercheur et journaliste d'investigation congolais, fait des révélations troublantes. Dans cette interview inédite, Kwebe-Kimpele nous livre des informations explosives sur le plan qui menace l'intégrité du RD Congo. Des faits, des preuves, des analyses. Restez avec nous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision de la situation. Nous sommes confrontés au plus grand danger, au plus grand péril qui ait jamais plané au-dessus du ciel congolais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre pays est menacé de balkanisation, d'implosion et de dislocation. Les gens vont te dire, mais Kwebe, vous exagérez, ce n'est pas vrai. Et pourtant c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un document que j'ai ramené, que je vais vous donner d'ailleurs. Ce document s'appelle le plan de la dynastie Tutsi pour coloniser le Kivu et l'Afrique centrale. C'est un plan en 18 points qui a été conçu, élaboré par des stratèges Tutsi le 6 août 1962. Ce plan existe donc depuis maintenant, disons, 61 ans. Eh bien, les Congolais n'en ont jamais entendu parler. Et tout Congolais, qui qu'il soit, un général, un homme politique, même parmi les 24 ou les 26 candidats qui vont concourir le 20 décembre pour l'élection présidentielle, je pense que parmi ces candidats qui vont concourir aux élections présidentielles dans quelques jours, personne n'a jamais entendu parler de ce fameux plan de la dynastie Tutsi pour coloniser le Kivu et l'Afrique centrale. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce plan, alors je suis désolé, ça peut être un peu prétentieux, alors vous ne connaissez pas le Congo. Et alors, dans ces conditions, ne faites surtout pas de la politique, parce que je me rends compte, d'ailleurs aujourd'hui j'ai un peu entendu les propos que tiennent les candidats lors de la campagne électorale qui bat son plein actuellement. Personne n'a jamais parlé de ce plan. Et donc tout le monde ignore ce plan. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous avons au Congo, nous avons laissé des personnes qui veulent démembrer le Congo, à qui nous avons donné le pouvoir. Joseph Kabila est un Tutsi, il est venu au Congo dans le cadre de ce plan. Les gens ne le savent pas. Barthélemy Bisengimana, qui fut directeur du bureau du maréchal Mobutu, est venu au Congo dans le cadre de ce plan. Bizima Kara, Rouberoy, Lazarus Rouberoy, qui fut vice-président, ministre, n'est-ce pas, de la décentralisation, se trouve au Congo dans le cadre de ce plan. Tous les généraux Tutsi qui opèrent au sein des forces armées congolaises, eh bien, opèrent à cause de ce plan. Si vous ignorez ce plan, n'est-ce pas, que les Tutsis ont conçu le 6 août 1962, donc depuis 61 ans que nous ignorons ce plan, alors ne nous étonnons pas qu'au lendemain du 20 décembre 2023, notre pays soit démembré et balkanisé. Et de toutes les façons, n'est-ce pas, mon cher Maïzo, Kerouine, mais la balkanisation, en fait, est déjà en filigrane, visible, puisque aujourd'hui, Minembwe, on n'en parle plus, mais Minembwe ne nous appartient plus. Fachi n'a plus aucune souveraineté sur Minembwe, sur la commune de Minembwe. Même chose avec, n'est-ce pas, Bunagana, Masisi, aucune souveraineté. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Kivu, mais aussi tout ce qui se passe sur le plateau de Bateke, entre les Bayaka et les Bateke, tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment à Kasumbalesa, ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu, entre les Balouba, nos frères Balouba et les Katangais, je n'aime pas parler des Kassaïens, parce que le Kassaïen n'est pas une langue. Le Kasaï est le nom d'une province, c'est une rivière, mais les habitants du Kasaï, ce sont des Balouba, n'est-ce pas? Parce que nous en parlerons tout à l'heure. Parce qu'on est Congolais, parce qu'on habite sur un territoire qui porte le nom de votre entité et dont vous parlez la langue, n'est-ce pas? Moi, je m'en suis rendu compte d'ailleurs lorsque j'ai visité les archives royales en Belgique. Je ne vous recommanderai jamais assez d'aller voir les archives royales en Belgique. Je ne savais pas que avant 1908, n'est-ce pas, le territoire de l'État indépendant du Congo portait les noms des habitants qui y résidaient. C'est ainsi que moi je suis Mouyansi. Eh bien les Bayansi habitaient un territoire qui s'appelait le Ouyansi. Les Umbala, les Outetela, n'est-ce pas, les Ouluba. Donc, les gens ont donné leur nom au territoire sur lequel ils habitaient. Évidemment, c'est ce qui se passe ici en France. La Normandie,
est habité par des Normands, n'est-ce pas? La Bretagne par des Bretons, la Sicile par des Siciliens, la Sardaigne par des Sardes, les Catalans, ainsi de suite. Mais chez nous, au Congo, le nom des personnes qui résident sur le territoire a été aboli. Et ça, c'est le premier crime qui a été commis par la colonisation. Parce qu'à partir de 1908, on va complètement changer de nom, donc on va instaurer une réforme administrative qui va abolir les noms des gens qu'ils avaient donnés à leur terre. Et c'est ça qui fait que nous nous sommes finalement dissociés de notre terre. Donc il y a eu une sorte de divorce entre les personnes et la terre sur laquelle elles vivent. Or, chez nous, les Bantous, on ne peut pas dissocier la terre de l'homme, n'est-ce pas? Parce que nous venons de la terre, nous nous nourrissons des produits de la terre, n'est-ce pas? Et quand nous mourrons, nous retournons à la terre. Donc, il n'y a pas de différence entre la terre et l'homme. Et c'est ainsi que chez nous, au Congo, on ne devrait pas vendre la terre. On ne doit pas vendre la terre, parce que la terre n'appartient pas seulement à ceux qui sont vivants, comme vous et moi, comme ceux qui nous suivent maintenant. Mais la terre appartient aussi à ceux qui sont morts et qui sont retournés à la terre. Et la terre appartient également à ceux qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire aux générations futures. Donc si nous les vivants, nous vendons la terre, que laisserons-nous, que léguerons-nous aux générations futures? Or, le grand drame, mon cher Kerwin Mawizo, le grand drame, n'est-ce pas, de nous, les Bantous congolais, c'est que nous avons perdu le contact, le lien indélébile qui nous liait à la terre. Et voilà pourquoi nous n'avons pas compris que quand les Tutsis sont arrivés en 97, le 17 mai, quand ils ont chassé Mobutu, ils ne sont pas venus pour le pouvoir. Non, 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 non. Ils sont venus pour nous confisquer nos terres. Parce que c'est un peuple de pasteurs nomades. Ils connaissent la valeur de la terre. Alors, non seulement nous n'avons pas compris la valeur de la terre, mais nous avons évidemment perdu aussi la notion de la vraie nationalité. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-Land. Vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création d'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belges, il n'y a pas de Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord. Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantous. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-Land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu.
Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme. C'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Après chaque élection, que ce soit celle de 2006, de 2011, de 2018, et même de 2018, après 2018, qu'est-ce qu'on a eu? Mais on a eu d'abord la résurgence du M23, maintenant nous avons les Mombondo. Qui aurait pu imaginer qu'à Menkana, à Menkao, on allait tuer les gens, qu'on allait couper des têtes aux gens, des chefs coutumiers, et que ces têtes allaient servir de ballons. J'ai vu des images des têtes de chefs coutumiers servant de ballons de football. C'est incroyable. Il y a une image, mon cher Kerouine, qui m'empêche jusqu'aujourd'hui de dormir tranquille. Une image d'une scène qui s'est passée à Kishisha. N'est-ce pas, dont l'auteur, c'est une atrocité dont l'auteur n'est autre que le M23. Pour moi, le M23, soit dit en passant, n'est pas une rébellion congolaise. Pas plus que l'AFDL ne fut une rébellion congolaise. C'est encore ça dans le plan. C'est-à-dire qu'ils vous mettent dans la bouche des mots, des concepts qui viennent d'eux. On a dit l'AFDL est une rébellion congolaise. Et tout le monde répète, l'AFDL est une rébellion congolaise. On a dit que le M23 est une rébellion congolaise. Ben oui, le M23 est une rébellion congolaise. Non. L'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, est une milice extrémiste armée et terroriste Tutsi, point barre. Et cette AFDL, qui est comme une tumeur cancéreuse, qui a développé des métastases, notamment le CNDP de Laurent Nkunda Batouare, notamment le M23, n'est-ce pas, les Rounigal et tous ces gens, le RCD, n'est-ce pas, d'Azarès Rouberois. C'est également une métastase qui a été développée par la tumeur cancéreuse qui s'appelle AFDL. Donc, n'est-ce pas, pour en revenir, n'est-ce pas, à votre question, les élections qui sont organisées actuellement, pour moi, risquent d'être les dernières où le Congo sera encore uni. Quoique, comme on l'a dit tout à l'heure, Minembwe ne fait plus partie du Congo, Bunagana ne fait plus partie du Congo, Kishisha non plus. Je voulais parler de Kishisha. Il y a une atrocité qui a été commise, deux atrocités qui ont été commises à Kishisha, il y a cela un an et demi, qui m'empêchent littéralement de dormir. J'ai les photos sur moi, si vous voulez je vous les montrerai en aparté. La première photo, c'est laquelle? La première photo montre une dame et son bébé pendus aux deux extrémités d'une même corde enroulée autour de la branche d'un arbre. Donc une mère et son enfant pendus aux deux extrémités d'une même corde enroulée autour d'une branche d'un arbre. C'est vrai qu'il existe en français l'expression faire d'une pierre deux coups, mais je n'ai jamais su qu'on pouvait faire d'une corde deux pendus. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Les summums du cynisme. Mais c'est le summum de la cruauté, d'une bestialité incroyable. Une mère et son enfant pendus aux deux extrémités d'une même corde enroulée autour d'un arbre, à Kishisha. La deuxième photo qui m'a vraiment répulsé, qui me donne des sueurs froides et des insomnies, une maman devant sa case préparait le petit déjeuner le matin pour son enfant, pour son bébé. Et le bébé est assis à même le sol. Et la photo montre quoi? La mère est abattue. La mère est abattue par des soldats du M23, mais qui ont laissé vivant l'enfant. Et l'enfant ne comprend pas. La petite, c'est une marmite en terre cuite qui est en train de bouillir sur le feu. Et l'enfant est là, à côté de la marmite et du corps de sa mère, mais comme c'est un bébé de 1 an et demi, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ils ont tué la mère devant l'enfant, ils ont laissé l'enfant vivant. Il faut être d'une cruauté extraordinaire. Je vais vous dire une chose. En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léon Ndaroubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30
Il me dit, monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate? N'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo. Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il me dit, monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa, j'attends d'être reçu par le président fondateur, c'est par Mobutu, et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Melchior Ndadaye, oui, oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats, n'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsis. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc, il dit que, Léonce Ndarubagié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise des élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais Kwebe, vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent 2 jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera « Ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2. Le Sud-Soudan, le Nord-Soudan. Avant que la province du Darfour, qui est frontalière
du Tchad ne soient également séparés. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kérouine, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke, les Bayaka se mettent à se taper, à se couper des machettes? Mais c'est Kabila qui est là-dedans. Et soit noté en passant, encore une anecdote. Vous n'allez pas y couper. Je pose souvent la question aux Congolais. J'ai animé pas mal de conférences ici en Europe, partout j'ai animé des conférences. Je pose la question aux Congolais. Dites-moi, qu'est devenu Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo? Les gens disent, ah, le commandant Hippo. Mais c'est Joseph Kabila. J'ai dit non. L'un s'appelait Hippolyte, celui-ci s'appelle Joseph. Ce ne sont pas deux personnes, ce ne sont pas c'est pas la même personne. Qu'est devenu Hippolyte Kanambe, qui est arrivé dans les bagages de l'AFDL, qui fut le chef d'état-major de la force terrestre, n'est-ce pas, dont je crois que c'est le général Mounele qui fut son adjoint. Qu'est devenu le commandant Hippo, dont on ne parle plus? Vous le savez bien. Le nom du commandant Hippo a complètement disparu. Eh bien, je vous apprends que le commandant Hippo a été assassiné en 2008, au mois de février, par son oncle James Kabarebe, et que celui que s'appelle aujourd'hui Joseph Kabila, c'est le jumeau de Hippolyte Kanambe. Donc, voyez ce pays, le Congo, on assassine son chef d'État, Hippolyte Kanambe, on le remplace par son jumeau. Et circulez, messieurs, il n'y a rien à voir. Tout est normal. Mais c'est pour ça que je me dis, mon cher Kérouine, n'importe quoi peut nous arriver. Maintenant, quand on remplace un chef d'État à la tête d'un pays, sans que les gens s'en rendent compte, ni les militaires, ni le clergé, ni le cardinal, ni les évêques, ni les journalistes, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, personne ne se rend compte qu'on a remplacé un chef d'État. J'ai avec moi ici la photo des deux jumeaux côte à côte. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc Jeannette... n'est pas la jumelle. Ah, Kabila n'est pas la jumelle. Mais non. Mais le monsieur est bel et bien un jumeau. Mais bien sûr, Joseph Kabila est jumeau de Hippolyte, mais pas de Jeannette Kabila. Ils ne sont pas nés la même année, ni dans la même ville. Et d'ailleurs, Jeannette Kabila est en fait apparentée à qui? À James Kabarebe. James Kabarebe qui est en fait... Vous savez, James Kabarebe vient quasiment chaque week-end faire la Nouba à Kinshasa. Quasiment chaque week-end. Il descend à bord de son avion jet privé à l'aéroport de Njili. Une voiture aux vitres blindées s'avance sur le tarmac. Il monte à bord de la voiture, ni vu ni connu. Il vient faire la Nouba dans les hôtels à Kinshasa. C'est tout. Voilà où nous en sommes. Et lui-même, Joseph Kabila, vous savez, pendant il n'a jamais pu tenir un débat à la télévision.